Comme le faisait remarquer Tom Dutheil, je ne suis pas historien, encore moins militaire. C'est donc en tant que passionné que j'interviendrai ici, en tant que pratiquant sachant non universitaire, comme me décrivait le colonel Cottard. Il s'agit d'une passion qui m'anime depuis plus de 40 ans, car à l'instar d'Obélix et de sa potion magique, on peut dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Une passion qui m'a amené, il y a 6 ans, à réduire le nombre d'acquisitions, sauf peut-être les photos, et à me focaliser sur la valorisation de ces objets et à leur meilleure connaissance. J'ai donc mis mes compétences en marketing digital au service de l'uniformologie, de l'histoire militaire et au devoir de mémoire, considérant que le savoir ne valait que s'il était partagé. Je vous présenterai donc ici le long et difficile cheminement qui a conduit à l'adoption des tenues d'apparat dans l'armée française de l'entre-deux-guerres. J'aimerais débuter mon propos par ces deux photos. À gauche, le colonel Gilliou, chef de corps du 140e régiment d'infanterie alpine de Grenoble de 1902 à 1903. On reconnaît son statut de chef de corps au port de l'aigrette sur le képi. À droite, un commandant, pour le moment anonyme, du 94e régiment d'infanterie, pris en photo devant la citadelle de Verdun. Il porte le képi aux couleurs d'avant-guerre, décrit le 30 décembre 1919. La dernière description du képi des officiers remontant à celle de 1892, il était temps de formaliser une description en adéquation avec l'époque et les modes et de redonner au képi un peu de hauteur. Cette mesure visait aussi à redonner de la visibilité quant au grade et à l'arme d'origine des officiers, ces derniers l'ayant perdu au début du conflit. En témoigne la circulaire du 22 septembre 1913 relative à l'adoption d'une vareuse de campagne, je cite, « Les enseignements des guerres récentes ont fait ressortir la nécessité de diminuer autant que possible pour les officiers la différence d'aspect qui les distingue de leurs troupes aux yeux de l'ennemi. » Ou encore la notice descriptive du 9 décembre 1914 qui prévoit de manière très laconique un képi en drap bleu clair du modèle de la troupe. Le commandant, ancien de la campagne de Madagascar de 1895, arbore l'ordre royal de Saint-Olaf, un ordre norvégien, l'ordre suédois de l'épée, l'ordre grec de Georges Ier et l'ordre polonais du Virtuti Militari, ce qui témoigne d'un officier rompu à la fonction d'attaché militaire. La présence d'une croix de guerre et l'absence de médaille commémorative 14-18, créée le 23 juin 1920, inciterait à dater le cliché aux alentours de 1920. Or, ces deux officiers portent leur plus belle tenue du moment. La juxtaposition des deux clichés met en exergue la perte de prestige et d'élégance, justifiée, que subissent les tenues des officiers au cours du conflit. On retrouve cette sobriété, voire cette rusticité des tenues, et donc le besoin de redonner aux officiers une certaine élégance perdue, dans ce cliché représentant l'état-major de l'armée du Rhin du général de Goutte en 1920. C'est d'autant plus important que l'armée française est immédiatement engagée au sein des troupes d'occupation de la Rhénanie et de la Sarre, de l'armée du Danube, de l'armée de Hongrie ou du corps expéditionnaire d'occupation de Constantinople, aux côtés d'autres armées, signataires du traité de Versailles ou de l'armistice de Mudros. Avec la participation de l'armée française au bon déroulement des plébiscites du Haut-Schleswig, visant à déterminer la nouvelle frontière entre l'Allemagne et le Danemark en février et mars 1920, elle est ensuite engagée pour les plébiscites de Haute-Silésie pour départager Allemands et Polonais, ainsi qu'au territoire de Memel dans l'actuelle Lituanie, placé sous administration française. En 1921, la France signe le traité de paix de Cilicie, puis l'accord d'Ankara, mettant fin à la guerre franco-turque et renonce à la zone d'influence de Cilicie qu'elle avait obtenue par le traité de Sèvres, l'amenant à concentrer ses efforts et à exercer le mandat obtenu de la Société des Nations en Syrie et au Liban. Les contacts réguliers avec les missions alliées et la reprise d'une certaine vie sociale à l'étranger et dans les garnisons françaises et de l'Empire militent donc pour l'adoption d'une tenue plus élégante. Il s'agit d'une armée française représentante de la nation française à l'étranger et dans l'Empire. En effet, en 1930, 42% des 580 000 hommes de l'armée est stationné hors d'Europe. Cette photo, récente acquisition, présente deux lieutenants tirailleurs algériens dans toute la splendeur des tenues d'avant-guerre. Tunique conforme modèle 1893, pantalon flottard, sabre modèle 1882.
La hauteur du bandeau du képi du sous-lieutenant à droite pourrait interpeller l'œil le plus averti, mais c'est surtout la présence d'une croix de guerre sur la poitrine du lieutenant de gauche qui étonne. Ce cliché est pris après la guerre. La légende au verso, Paul, Tlemcen, février 1920, est sans appel. Le 6e régiment de tirailleurs algériens est reformé à Tlemcen en janvier 1920. Le mois qui suit donc, les 2 officiers se sont fait confectionner une tenue, alors qu'aucune directive ne les y autorise, et posent chez le photographe. Ignorance, prise de liberté, désobéissance assumée, nous ne le saurons jamais. Cette photo montre cependant à quel point le besoin d'une grande tenue est une évidence, sans doute encore plus s'agissant des troupes d'Afrique. Après 4 années de conflits sanglants, il n'est pas question de revenir au faste et au clinquant de l'avant-guerre. L'armée ne peut faire abstraction de l'enfer des tranchées et de la couleur qui symbolise le poilu victorieux, le bleu horizon. Certes, l'armée française est une armée victorieuse, mais c'est avant tout une armée en deuil. C'est en 1921 qu'ont lieu les premières dispositions pour doter les officiers généraux et maréchaux d'une tenue de ville, ou tenue ordinaire, et d'une grande tenue. La tenue modèle 1921 d'officier général reprend donc le bleu clair pour la grande tenue. Pour la tenue de ville, les généraux des troupes coloniales peuvent facultativement porter la tenue kaki. Sur le premier cliché, la tenue de ville des officiers, on reconnaîtra le général Noguès à droite, contraste avec celle du commandant à gauche. Sur le second, on y reconnaît le général Mariot, gouverneur des Invalides et directeur du musée de l'armée de 1923 à 1944. La grande tenue est portée dans des circonstances revêtant un caractère de cérémonie, réception, visite ou délégations officielles, participation au cortège de mariage ou de deuil, prise de commandement. La tenue ordinaire ou tenue de ville est portée dans des circonstances ne revêtant pas un caractère de cérémonie. Réunion publique, visite aux autorités, prise d'armes et revues, mariage ou enterrement hors cortège, visite et réception privée. C'est dans ce contexte que les tailleurs militaires, ici le tailleur Richard, proposent leur service au travers de gravures aquarellées. On y reconnaît la grande tenue à gauche et la tenue ordinaire à droite. À la même période, et pour les mêmes motifs, les élèves et cadres de Saint-Cyr adoptent aussi en 1920 une tenue bleu horizon, tel Albert de Seguin-de-Régniès au centre, promotion de la victoire 1918-1920, chef de corps du 6e bataillon de chasseurs alpins et résistant. Il faudra attendre août 1932 pour que les Saint-Cyriens recouvrent un grand uniforme aux couleurs d'avant-guerre. Cette couleur bleu horizon, il convient de revenir sur sa genèse. Il est intéressant de rappeler que le choix de ce bleu horizon fut accidentel. Bien avant l'adoption du kaki par les Britanniques en 1902, par les Américains en 1903, du Feldgrau par les Allemands en 1900, du Hechgrau austro-hongrois et du Grigio Verde italien en 1909, la France possédait déjà une couleur qui répondait à l'exigence d'invisibilité. En effet, on ne parle pas encore à l'époque de camouflage. Cette teinte, le gris de fer bleuté, est celle des capotes modèle 1877 de troupes. On la voit sur l'illustration de gauche, 3e silhouette en partant de la gauche, et sur celle des bonnets de police modèle 1891. C'est cette teinte qui sera choisie en 1912 pour couvrir les képis modèle 1884 des officiers, et c'est encore elle qui est choisie pour les vareuses et manteaux d'officiers modèle 1913. Sa généralisation est votée par la Chambre des députés le 10 juillet 1914, trop tardivement néanmoins pour que les services de l'intendance ne puissent la mettre en œuvre avant le début des hostilités. Le drap gris de fer bleuté est constitué de 60% de laine indigo, de 30% de laine garance teinte à l'alizarine et de 10% de laine non teintée. C'est une rupture d'approvisionnement d'alizarine, dont l'industrie chimique allemande détenait le monopole, qui entraîne la transformation du gris de fer bleuté en bleu horizon par suppression de la teinte garance. Symbole du sacrifice puis de la victoire de l'armée française, la teinte bleu horizon, bien que jugée imparfaite car trop claire et trop visible, perdure toutefois une grande partie de l'entre-deux-guerres. Elle est d'ailleurs autant représentative de l'armée française des années 30 que de celle de 14-18. Certains régiments de dépôt la portent même encore en 1940, et l'on va même jusqu'à équiper la troupe d'un képi bleu horizon, passepoil et bleu foncé de 1930 à 1935. On la voit sur l'illustration de droite, sur la silhouette de droite, avant de faire marche arrière. Fortement inspirées des tenues des officiers généraux, celles des officiers supérieurs et subalternes sont décrites dans les grandes lignes par la circulaire du 23 juillet 1921
et détaillée le 13 août suivant. Elle voit la création de 4 tenues distinctes: la tenue de campagne, la tenue de travail, la tenue ordinaire ou tenue de ville et la grande tenue. La tunique est de forme jupante, sans poche de hanche, reprend les couleurs bleu clair pour les troupes métropolitaines, kaki pour les troupes coloniales et d'Afrique, gris de fer bleuté avec un pantalon gris de fer foncé poisson et jonquille pour les chasseurs alpins et à pied. Les boutons sont unis, de couleur or ou argent. Les pattes de col ornées de soutaches et du numéro de corps permettent de discerner les différentes armes. Les pattes de grade de 40 mm de large. Les boucles de ceinturon à tête de gorgone sont dorées, quelle que soit l'arme. La circulaire établit un képi en drap du fond pour les tenues de campagne et de travail, ainsi que de nouvelles épaulettes spécifiques, et instaure le port généralisé de l'épée en lieu et place du sabre. Adoptées sans consultation préalable du corps des officiers, les nouvelles tenues essuient une bordée de critiques, contraignant le ministre de la Guerre, André Maginot, à intervenir en personne par la publication d'une circulaire le 29 juin 1922, modifiant certains points. Le képi en drap du fond est supprimé, ainsi que l'épée. La coupe de la tunique est revue, plus courte et plus ajustée, munie de poches de hanches, ornée de galons semi-circulaires. Les boutons reprennent les motifs spécifiques d'avant-guerre, dorés ou argentés selon l'arme. De même pour les boucles de ceinturon. Sur ce cliché, pris en 1928, sont présentées les 3 différentes teintes de tissu des tenues modèle 1922. Bleu clair à gauche sur ce lieutenant du 26e régiment d'infanterie de Nancy, gris de fer bleuté sur le marié, lieutenant au 29e bataillon de chasseurs à pied de Gérardmer, et kaki pour le lieutenant de droite, bien qu'il portât un képi du 26e régiment d'infanterie. Il faut en effet observer en détail ces boutons pour y deviner la présence de la mention Légion étrangère et comprendre qu'il a été muté d'un des 5 régiments étrangers d'infanterie de l'époque vers le 26e régiment d'infanterie, le règlement lui autorisant un délai de 2 ans pour se conformer à la tenue de son nouveau régiment. Les nouvelles épaulettes, onéreuses, sont supprimées en tant qu'effet obligatoire et remplacées par celles en vigueur avant-guerre. Confère la mallette de représentant de la maison Bidal présentée lors de l'exposition du musée de l'armée Les canons de l'élégance. Leur validité fut de courte durée, cela explique leur excellent état de conservation. Les officiers, en ayant déjà fait l'acquisition, peuvent toutefois continuer à les porter. C'est le choix de ce médecin commandant, ancien combattant du front d'Orient, comme en témoigne la présence de l'ordre serbe de l'Aigle blanc et la médaille commémorative serbe de la guerre pour la libération et l'unité. La présence de la croix du combattant permet en effet de dater la photo postérieurement à 1930. Les officiers généraux, déjà équipés et censés être plus fortunés, ne sont pas concernés par cette circulaire du 29 juin 1922 et conservent leur tenue modèle 1921 sans aucune modification. Dès lors que les officiers devaient se procurer les tenues à leurs frais et que l'obligation s'est d'abord appliquée aux officiers dès leur sortie d'école, il nous a paru important d'évoquer l'aspect pécunier de la question. L'étude des catalogues de tailleurs militaires nous apporte de nombreux éléments. Tout d'abord, que le tarif des grandes tenues n'est, bien souvent, pas affiché, car il dépend de nombreux facteurs influant sur le prix final. Type de tissu, nombre de galons, nombre de chiffres ou motifs aux pattes de col, armes, et il est souvent indiqué de demander l'établissement d'un devis personnalisé. En prenant le tarif annoncé de chaque élément et en le ramenant à son prix en euros actuels, on obtient les prix suivants. Tunique 450 €, pantalon 200 €, ceinturon 60 à 80 €, bottines 115 €, képi 32 à 47 €, dragon 26 à 76 € et sabre environ 240 €. Soit une grande tenue, sabre compris, à plus de 1500 €, montant à mettre au regard du traitement annuel, hors indemnité, d'un sous-lieutenant de l'époque qui monte à environ 9100 €. Ce souci de ménager le budget des officiers transparaît dans les catalogues de tailleurs qui proposent des éléments d'habillement qui, bien que conformes aux bulletins officiels, sont aussi adaptables pour permettre un usage civil. On y retrouve d'ailleurs le trench coat, dont le terme s'est depuis largement civilisé, mais dont l'origine ne peut cacher les conditions de sa genèse, le manteau des tranchées. C'est d'ailleurs cet élément d'habillement, Men's Outfitters, qui a propulsé la marque Burberry, qui en a fait son produit phare, largement décliné par la suite. On notera l'attention particulière apportée aux officiers de réserve,
ceux-ci devant aussi s'équiper à leurs frais, mais ne recevant pas les mêmes émoluments que leurs collègues d'active. Autre témoignage apporté par les catalogues de tailleurs militaires est la diversité de qualités et de teintes proposées pour les tenues de travail et de campagne. Cette diversité permet de mettre les tenues à la portée des moins fortunés et de répondre au haut niveau d'exigence et d'élégance des plus aisés. Elle permettait aussi de dépareiller la tunique de la culotte ou du pantalon, permettant de ne pas être obligé de remplacer l'ensemble au moment où le pantalon devenait trop usé. L'étude des photos montre une forte adoption de la culotte mastic beige qui dépasse largement le cadre des officiers de cavalerie. En 1923, alors que débute l'occupation de la Ruhr, les officiers se voient proposer un nouveau modèle de sabre. C'est celui qui équipe encore de nos jours les élèves de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. C'est d'ailleurs cette même année que les officiers de la gendarmerie se voient proposer à leur tour une grande tenue et une tenue de ville, de coupe similaire mais bleu foncé, telle la photo de droite. Les officiers de l'aéronautique militaire, arme nouvellement créée en 1922, dépendant de l'armée de terre, se voient proposer une grande tenue et une tenue de ville en 1923. Reprenant la coupe des tenues modèle 1922, elles diffèrent par une teinte gris de fer foncé, par la présence de galons en V renversé, en fer de lance, et par la présence d'un épervier planant surmontant le numéro du corps pour le personnel navigant. Il faudra attendre la création en 1928 du ministère de l'Air pour que soit introduite la célèbre tenue bleu Louise avec casquette, encore en vigueur de nos jours, anticipant de 5 ans la création de l'armée de l'air en 1934. Les galons en fer de lance, tout comme ceux de la tenue de travail des officiers chasseurs, sont une survivance de l'époque où le port des gants pouvait masquer les galons de grade, ce qui n'a pas vraiment de sens dans le cadre d'une grande tenue. Un nouveau tournant apparaît en 1927 au travers de la circulaire du ministre de la Guerre du 15 novembre. Répondant à une attente forte des officiers des troupes d'Afrique, troupes majoritairement professionnelles, argumentant de l'effet de prestige de l'uniforme sur les populations indigènes, favorisant ainsi le recrutement, le ministre leur donne satisfaction en publiant la circulaire suivante. J'ai décidé d'autoriser les officiers français et indigènes des corps de l'Afrique du Nord, zouaves, tirailleurs, spahis et chasseurs d'Afrique, à se procurer à leurs frais et à porter comme tenue de ville la tenue d'avant-guerre. Ce qui ne précise pas si cela concerne la coupe, la couleur ou la coupe et la couleur. Cela engendra une diversité d'interprétations, ce lieutenant du 8e régiment de tirailleurs marocains ayant opté pour la coupe et la couleur. Il est aussi important de préciser que, pour faire face à la fois aux classes d'âge creuses, conséquence de la Première Guerre mondiale, et à la réduction du temps de conscription, il est décidé de localiser des régiments coloniaux et d'armées d'Afrique en métropole. Ainsi, en 1930, 17% des troupes casernées en France sont des troupes indigènes. C'est justement le cas du 8e RTM, régiment créé à Fès en janvier 1929, envoyé en France en avril 1934 à Agen, Marmande et Auch, puis transféré en octobre 1935 à Belfort et Lons-le-Saunier. Ce tableau, exposé au musée de la Légion d'honneur, permet de distinguer en couleur cette période de transition entre 1927 et 1930. On y distingue de droite à gauche un officier des troupes coloniales ou d'Afrique en grande tenue kaki modèle 1922, un général en grande tenue modèle 1921, un lieutenant-colonel breveté d'infanterie métropolitaine en tenue modèle 1922, un colonel breveté des tirailleurs en effet panaché, tenue de travail et ceinturon de grande tenue, et l'on distingue au fond du tableau un officier de Spahis en grande tenue modèle 1927. 1930, époque charnière, dès lors que les troupes coloniales sont, elles aussi, équipées d'une grande tenue aux couleurs d'avant-guerre, sans doute en prévision de l'exposition coloniale de 1931. En effet, il aurait été malvenu que seules les troupes d'Afrique fussent habillées d'une grande tenue à l'occasion de cet événement majeur au cours duquel troupes coloniales et d'Afrique furent mises à l'honneur. Puis en 1930, les tenues des officiers généraux retrouvent les couleurs d'avant-guerre. En 1931, un an après les officiers généraux, c'est au tour des officiers subalternes et supérieurs d'obtenir une grande tenue aux couleurs d'avant-guerre. Décrite au bulletin officiel le 28 mai 1931, cette grande tenue modèle 1931 est rendue obligatoire pour les jeunes officiers sortant d'école,
puis aux autres jusqu'au 1er janvier 1934, repoussé au 1er janvier 1937. Enfin, son port est suspendu le 12 octobre 1939 pendant les opérations de guerre. Elle permet, par l'observation du képi, du pantalon, des pattes de colle, des parements de manches et des boucles de ceinturon, de distinguer un officier d'artillerie, des chasseurs, des chars de combat, ou bien des tirailleurs ou des chasseurs à cheval comme illustré ici. Cette diversité est partiellement illustrée sur cette planche éditée par l'Uniforme officiel en 1937. Derrière une apparente complexité se cache cependant une extrême rigueur dans la codification, avec des boucles de ceinturon spécifiques à chaque arme. Infanterie, chars, tirailleurs algériens et tunisiens, zouaves, cavaliers de remonte, interprètes, enfin cuirassiers. La spécificité est même poussée jusqu'à faire figurer le numéro du régiment des 5 régiments étrangers d'infanterie et celui du régiment étranger de cavalerie. Ajoutons que cette codification n'est pas réservée aux militaires et aux tailleurs devant réaliser les tenues. Cette diversité est apportée à la connaissance du grand public au travers, par exemple, de cette planche du Larousse illustré, ou bien encore d'articles de vulgarisation tels l'article « Sous l'œil de Mars, élégance militaire », publié dans le numéro de Images de France de janvier 1940, ou bien encore en 1942 dans l'ouvrage « L'armée française 1939-1940 » de Albert Despréaux, directeur du carnet de la Sabrotache, comprenant 15 planches de Leroux coloriées à la main. Une autre illustration de ce besoin de se distinguer réside dans le Burnou d'Espailly. Très tôt après la fin du conflit, le 15 décembre 1919, les Spahis algériens et tunisiens retrouvent le Burnou Garance, suivi 6 mois plus tard par les Spahis marocains. Ces derniers, mécontents d'être assimilés aux Spahis algériens et tunisiens, obtiendront le 12 juin 1924, après l'intervention du maréchal Lyautey en personne, de pouvoir revêtir un Burnou bleu foncé. Ce fait, semblant anecdotique, montre au contraire l'importance que revêt l'uniforme vis-à-vis de la notion d'appartenance et de distinction entre les différentes armes. Codification des armes, mais aussi codification des tenues. Ces très belles photos, prises par Nicolas Cadet pour l'association d'histoire vivante La Hure, illustrent à merveille les 4 tenues qui sont celles des officiers des années 30. Tenue de campagne, tenue de travail, tenue de ville et grande tenue. Chacune correspond à des conditions de port bien précises. La tenue numéro 1, ou grande tenue, est portée dans les circonstances revêtant un caractère de cérémonie. La tenue numéro 2, ou tenue de ville, est portée pour les réunions publiques et visites officielles aux autorités civiles et militaires. La grande tenue diffère de la tenue de ville par le port des épaulettes et des décorations pendantes. En 1933 vient s'intercaler une tenue de jour, utilisant les effets de la tenue de travail, permettant, je cite, aux officiers dont les occupations sont particulièrement chargées d'assister à une cérémonie pendant une interruption du travail quotidien et sans être obligés de revêtir la tenue de ville. La tenue de travail devenant tenue numéro 4 et la tenue de campagne devient la tenue numéro 5. En 1935, la tenue de jour, numéro 3 donc, gagne en prépondérance sur la tenue de ville, numéro 2. Et en 1938, la tenue de ville devient une tenue portée le soir dans les cérémonies et réceptions privées ne comporte pas le port de la tenue numéro 1. Si la grande tenue 1931, qui n'a d'ailleurs pas donné son origine à l'expression être ou se mettre sur son 31, bénéficie aujourd'hui d'une certaine aura, il n'en a pas toujours été le cas. L'étude critique sur la nouvelle grande tenue publiée dans la revue Le Passepoil du 3e trimestre 1933, sous la plume du lieutenant de réserve de cavalerie légère André Clavaro de la Montbruge, témoigne d'un certain mécontentement. Il y est fait notamment mention de l'injuste égalité de traitement quant au port des épaulettes entre les dentistes ou les greffiers et les troupes combattantes, de l'absence de logique quant à l'attribution des boutons dorés ou argentés, de l'abandon de la tunique bleu ciel pour la cavalerie légère, ou bien encore des bandes de pantalon. Ne serait-il pas souhaitable, je cite, de prendre une règle uniforme, bande double pour tous les officiers, simple pour les sous-officiers, dont cela ferait le bonheur, et passepoil pour la troupe. Actuellement, un simple canonnier de 2e classe de la coloniale n'a-t-il pas la bande double alors que le cadre noir de Saumur a un pantalon de civil?
Cet article est suivi dans le numéro suivant d'un second article écrit par le commandant Bucquoy, fondateur de la Société d'études des uniformes de France, qui tempère légèrement le premier article et lui apporte un certain nombre d'informations pour contextualiser les choix effectués. Cette planche illustre parfaitement l'évolution de la grande tenue des officiers de tirailleurs dans l'entre-deux-guerres. En 1920, au règlement d'avant-guerre, modèle 1922, modèle 1927 et modèle 1931. Faisant suite à l'adoption de la grande tenue modèle 1931, d'autres armes ou services s'équipèrent de tenues s'en inspirant, tel ici le service des fabrications d'armement. Tout d'abord, direction des fabrications d'armement par la loi du 31 mars 1933, il s'agit d'un service distinct, autonome au même titre que les poudres, l'intendance ou le service de santé. Sa mission essentielle est d'assurer les fabrications d'une part, la mobilisation industrielle d'autre part. Les fabrications échappent désormais à l'artillerie. Puis la loi du 3 juillet 1935 crée un corps autonome d'ingénieurs militaires ayant une hiérarchie propre, sans aucune assimilation avec les grades de l'armée et donne existence légale au service des fabrications d'armement. Bien que suspendu en octobre 1939, de nombreuses photos témoignent du port de la grande tenue après la guerre. Pourtant, le TTA 148, uniforme et insigne de l'armée française, entré en vigueur en octobre 1954, 5 ans après une approbation de principe donnée en août 1949, ne la stipule pas. Cette photo, prise à l'occasion de l'inauguration de la statue en caporal de Napoléon, au sommet de la colonne de la Grande Armée de Boulogne en 1965, présente le général Robert Villain en grande tenue modèle 1930. Il s'agit de la plus tardive photo, à notre connaissance, du port de cette tenue. Elle suscite toujours un certain intérêt de nos jours. En témoignent les nombreux retours obtenus sur les réseaux sociaux, ou bien à l'occasion de l'exposition réalisée en 2021 avec le musée des troupes de montagne dans le superbe écrin de l'hôtel des troupes de montagne. Ce n'est pas pour rien qu'elle a grandement inspiré les uniformes des fanfares, clics et noubas, celles de la garde républicaine, de la tenue de tradition de la gendarmerie, ou encore, jusqu'il y a peu, la tenue des élèves de l'école du commissariat de l'armée de terre. À de nombreuses reprises, nous avons évoqué le terme « reconnaître ». Il s'agit bien de celui dont le sens signifie identifier quelqu'un, quelque chose, le nommer en fonction d'un caractère donné, plus que de son homonyme reconnaître, compter quelque chose à l'actif de quelqu'un à son avantage, qui lui a un trait aux assignes et aux décorations, la phaléristique. On retrouve la même dualité avec distinguer, signifiant constituer l'élément caractéristique qui différencie quelqu'un, et non pas, encore une fois, par son homonyme, distinguer, honorer quelqu'un, lui décerner une marque particulière d'honneur, de faveur. En conclusion, j'aimerais émettre 3 invitations. Une première invitation, pro domo, à visiter le site tenu31.fr pour ceux que le sujet aurait intéressé et souhaiteraient aller plus loin. Une seconde invitation, celle d'intégrer l'uniformologie, sous-discipline de l'histoire, à toute étude d'histoire militaire. Cela permet, on l'a vu, d'intégrer des éléments de sociologie, de prosopographie, de phaléristique, mais aussi d'aider à dater, localiser, identifier certains artefacts. Une troisième invitation, celle à s'intéresser à l'histoire de l'armée française de l'entre-deux-guerres, celle dont le commandant de Gaulle écrira en 1932, à la fin du chapitre « Du prestige » dans son ouvrage « Le fil de l'épée ». Au nom de quoi, je cite, « et pour quel motif perdraient-ils la fierté d'eux-mêmes ces gens dont, depuis 10 ans, l'on a tant exigé, qui ont dû garder le Rhin, occuper Francfort, Düsseldorf, la Ruhr, prêter main forte aux Polonais et aux Tchèques, demeurer en Silésie, à Memel, au Schleswig, surveiller Constantinople, rétablir l'ordre au Maroc, réduire à Abdelkrim, soumettre la tâche de Taza, s'opposer au réseau saharien, prendre pied au Levant, pénétrer en Cilicie, chasser Faisal de Damas, s'installer sur l'Euphrate et sur le Tigre, réprimer l'insurrection du Djebel Druze, montrer la force en tout point d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie,
contenir en Indochine l'agitation latente, protéger au milieu des émeutes et des révolutions nos établissements de Chine. Je vous remercie.